bonsoir à tous, et je voulais remercier la puissance invitante de m'inviter chez moi, puisque je suis la locale de l'étape, et donc au nom du conservatoire, je suis très heureuse de vous avoir ici. Alors, depuis plus de 20 ans, en fait, on a un contexte de régression des libertés publiques qui a été souvent pointé du doigt, et beaucoup des intervenants qui sont là ce soir, je pense à Jean-Marie Delarue, je pense à François Sureau, je pense bien évidemment à William Bourdon, on redit sans cesse ce grignotage progressif et on dirait une institutionnalisation des pratiques de lutte qui au départ était consacrée bien évidemment à l'antiterrorisme, mais petit à petit on voit effectivement un État sécuritaire prendre la main, un État social disparaître, et un à rebours se mettre en place qu'on connaissait bien, c'est-à-dire laisser l'État-providence qui avait fait cette jonction magnifique entre un État de droit et un État social, et puis revenir à un État plus gendarme, plus sécuritaire, un État souvent d'exception, et qui fait de l'urgence son mode coutumier, et donc résultat une logique de prima ratio, on va dire, au lieu d'être une logique d'ultima ratio, une logique de prima ratio préventive, et qui considère aujourd'hui, qui met d'une certaine manière une intentionnalité maligne supposée, supérieure à l'acte. On voit qu'on va filtrer les manifestants avec la loi anti-casseurs, on voit une liberté de circulation qui va être restreinte sur du couvre-feu, on voit un principe de sûreté se mettre en place, on voit bien évidemment des logiques d'intimidation sur la presse avec des perquisitions qui sont plus ou moins et plutôt moins fondées. Donc véritablement, c'est vrai, un État qui est de manière assez offensive dans une logique pro-sécuritaire et qui redit sans cesse ce principe assez terrible de dire que la sécurité est la première des libertés, et donc de nier par là même ce que fait la vérité et la structure même de la démocratie, à savoir l'indivisibilité des principes. Donc la liberté et la sécurité conjointement, et c'est bien ça la gageure qui est complexe. Et vous l'avez dit, le problème c'est bien évidemment cette désubstantialisation forte qui atteint l'État, mais c'est l'acceptation aussi qui est en face, et tout à l'heure William Bourdon l'a tout à fait bien dit, c'est-à-dire ce sont les mêmes qui en appellent à plus de dignité, à une éthique de la reconnaissance, à ce que Axel Honneth a pu appeler la société du mépris, c'est-à-dire le fait de mettre un terme à cette société du mépris, à cette invisibilité sociale, à cette maltraitance, et qui en même temps accepte que ces libertés soient... Pourquoi ? La thèse avait déjà été bien posée par Poliani, voilà, dans un texte des années 40, qui s'appelle La Grande Transformation, et qui avait bien vu ce double mouvement qui était celui, dans un premier temps, d'une mondialisation qui était ressentie comme bouleversante, venant binariser entre guillemets la société entre ceux qui étaient ressentis comme des gagnants et de l'autre côté des perdants. Premier grand mouvement, disait Poliani, et puis deuxième mouvement, ce qui a donné lieu bien sûr à des régimes ensuite plus national-socialistes et voire fascisants. Deuxième mouvement réactionnaire, de repli et de pulsion ressentimiste forte. Et cette pulsion ressentimiste, elle, parce que c'est comme ça,
Wilhelm Reich l'avait très bien posé aussi dans un texte de 1933 sur la psychologie de masse. Vous avez ce que Wilhelm Reich appelle les bases caractérielles de l'individu qui ressortent, et à ce moment-là, le fait que deux choses se passent, renoncer à une sorte d'innocence, d'idéal innocent de l'homme, et on va commencer à faire de la bouc émissarisation et à avoir une pulsion autoritariste, comme c'est ce que Reich montre très très bien, ou Hermann Brock, il parle de gain en irrationalité, et ce gain en irrationalité, il a une demande puissante, autoritariste, toujours, bien évidemment, destinée à autrui. Destinée à autrui au sens du chômeur, du délinquant, de l'étranger. Et donc on a véritablement, alors chez Reich c'est très fort, il parle du moi fasciste, du fascisme en moi qui commence à surgir comme ça, et qui est bien évidemment un enfant de cette insécurisation psychique qui est due aussi aujourd'hui à une insécurisation économique, politique, culturelle, etc. Et donc le dernier enfant de l'insécurité économique, culturelle, sociale, etc., démocratique, sentiment d'inefficace de la démocratie, de ne pas avoir une démocratie qui s'est protégée contre ce grand mouvement de la mondialisation, et donc, de manière archaïque, le sujet se rétracte, il y a une rétractation du moi, dit Reich et d'autres, et résultat, on a un grand retour de ces bases caractérielles, autoritaristes, qui sont totalement fantasmatiques, mais qui, résultat, valident le territoire comme ça d'érosion des libertés publiques, comme si ce territoire de l'érosion des libertés publiques ne s'adressait d'une certaine manière jamais à moi. Alors que bien sûr, si, et donc ça, c'est un premier point pour expliquer d'une certaine manière comment cette usure est acceptée. Le deuxième point, qui est une proposition, mais qui je pense n'est pas neutre dans l'histoire, c'est que le libéralisme ou le néolibéralisme, j'ai trop de respect pour le libéralisme, le néolibéralisme a un préjugé, là je bascule dans la sphère économique, mais comme la sphère économique aujourd'hui construit la politique qui est la nôtre, le libéralisme économique a un préjugé tayloriste de l'homme. Préjugé tayloriste de l'homme, c'est-à-dire que bien sûr tout homme est un homo economicus et n'a comme boussole métaphysique que son intérêt particulier à court terme, et préjugé tayloriste, par ailleurs l'homme est plutôt égoïste, mauvais, planqué, ne voulant pas travailler, enfin bon bref, toute une série de choses. Je vous invite à relire Taylor sur la vision qu'il a de l'humanité, mais tout ça n'est pas neutre. Tout ça n'est pas neutre parce que ça vient encore une fois valider une perte comme ça, petit à petit, de confiance interpersonnelle, bien sûr, mais aussi dans l'idée que l'on se fait de l'homme. Et donc, résultat, cette combinaison des deux fait que nous sommes aujourd'hui un peu en manque. Toi, tu parlais de découragement profond, mais c'est vrai qu'il y a une atteinte à l'idée que l'on se fait de l'homme, et notamment de sa capacité de création solidaire, alors que l'on voit bien véritablement que la solidarité est une construction sociale, et qu'à partir du moment où nous sommes dans une situation d'érosion de nous-mêmes, ou ce que Christopher Lasch a appelé le moi minimal, c'est-à-dire à partir du moment où nous sommes dans ce moi minimal, nous prenons des postures de survie. Et ces postures de survie, c'est essentiellement quand même des postures à terme, barbares et déshumanisantes. Et donc, on voit ce cercle en ce moment se faire avec ce préjugé tayloriste fort qui, en fait, est toujours là, encore une fois, Axel Honneth l'avait bien vu,
instrumentalise les idéaux démocratiques et en même temps disqualifie l'humanisme même de l'homme. Et donc vous avez une perte de confiance dans la démocratie, mais vous avez une perte de confiance à un niveau plus métaphysique encore dans la réalité du perfectionnement humain. Je dis ça dans la maison créée par l'abbé Grégoire, mais en l'occurrence, c'est pas neutre. Donc, et c'est vrai que demain, c'est pas simple, parce que demain nous allons vers une société où le monitoring algorithmique va être de plus en plus présent. Je demandais tout à l'heure si on devait aller vers plus de surveillance. Je ne le crois pas, hein, de fait. Je pense qu'au contraire, c'est en se remettant surveillance ou de volonté de dire le binôme, la moralisation de la vie publique. Et on voit très bien que ce n'est pas que la moralisation de la vie publique telle qu'elle est pensée aujourd'hui, elle confine à la pathologie. Elle confine à ce que nous connaissons bien dans notre histoire. La régulation par la vertu, elle est mortifère. Et on voit très bien que ce n'est pas possible et qu'en revanche, nous refondrons un sentiment de confiance avec la démocratie en passant par la revalorisation d'un État social, qui est quand même la véritable figure de l'État de droit, même s'il est arrivé historiquement après. Donc c'est vrai que le territoire est assez violent, avec, je dirais, en ce moment, un durcissement de part et d'autre, et une absence de discernement assez forte. Et vous avez évoqué le caractère un peu désubstantialisant. On a des espaces publics qui, aujourd'hui, parce qu'ils sont les territoires d'un déferlement de haine, d'un déferlement de pulsions ressentimistes et d'un réductionnisme assez structurel des réseaux sociaux, décontextualisation, anonymat qui ne permet pas toujours quand même d'avoir des dires régulateurs. Donc résultat, on a des lieux et des espaces publics qui sont de plus en plus manquants pour maintenir tout de même une régulation. Alors ici, ce soir, on a bien évidemment quelque chose d'assez différent. Donc voilà, donc c'est vrai que face à cela, face à cette misologie, c'était le terme qu'employait Karl Popper aussi pour dire ce qui est très problématique, hein, puisque la démocratie elle repose sur un certain usage du logos, et du logos en tant que parole, en tant que raison, et aussi en tant que contenu de savoir. Et donc je pense que au lieu d'en appeler à la morale, je pense qu'un des premiers hauts lieux sans doute de restauration d'une certaine forme de confiance, c'est ce que Bruno Latour peut appeler l'enquête au sens large, c'est-à-dire le savoir partagé, et avant un certain type de jugement, la tentative de déployer des cartographies et d'essayer de comprendre et d'inventer ces outils demain qui vont être les nôtres pour construire une délibération justement plus rationnelle. Et pour ma part, je trouve, même si c'est encore assez... nous sommes au début de cette construction, d'une invention d'une juste combinaison entre la participation et la représentation, mais c'est vrai que j'appelle de mes vœux le type de conférence citoyenne que nous mettons en place, même si elle semble encore de l'ordre de l'anecdote, de l'ordre du communicationnel, mais je pense qu'il y a un geste demain dans cette manière de construire ensemble, par des collégialité nouvelles, de ne pas nier la représentation qui est toujours là, mais de venir la consolider, encore une fois, par de l'extensif à construire. Voilà, je vous remercie.